plaisir, toi. Il est bien, toi. Vous attrapez un micro chacun. Mesdames et messieurs, merci. Ça, c'était le jingle. Ça, c'était pour nous. Bonjour, bonjour. Désolé, un petit peu décalé dans le temps à cause d'un petit bouton rouge. Toujours un petit bouton rouge. Bon, voilà, nous avons fait quelque chose d'assez important tout à l'heure, mais merci de nous rejoindre à sur cette rhétorique. Les 3 raisons pour lesquelles les entreprises ratent le virage de la transition digitale et comment les nouvelles organisations réunissent. Je préviens mes voisins qui savent de quoi il en retourne, qui ont tenté ces dernières années de mettre en alerte cette bébête, cette valeur immatérielle qu'est la transition digitale, parce qu'en réalité, la difficulté, Christophe Lagrinzi, Georges-Édouard Dias, on va parler un petit peu de votre background tout à l'heure, mais la question est de savoir, mais comment peut-on parler de quelque chose alors qu'on ne sait pas de quoi il s'agit? Alors c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est matérialisable, du business? Est-ce que c'est quelque chose qui relève de l'abstrait? Moi j'appelle ça de l'immatériel. J'aimerais rappeler à l'audience qu'une entreprise, j'étais PDG à l'âge de 28 ans, j'ai créé ma première société il y a 20 ans. Je l'ai revendue entre-temps, je faisais plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un jour mon comptable m'a dit, dans sa société, plus des 2/3 de la valeur, c'est de la valeur immatérielle. Et là, aujourd'hui, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de toute cette valeur immatérielle? Comment est-ce qu'on va la tracer? Comment est-ce qu'on va effectivement la monétiser? Ça, on verra tout à l'heure avec Christophe Lagrinzi, vraiment spécialisé dans gouvernance de l'IT. Il sait ce que c'est une mesure technique et organisationnelle. Nous avons avec nous Georges-Édouard Dias, qui est aujourd'hui venu de Paris, qui est également de Lausanne, qui est spécialisé dans le brand hospitality. Donc, somme toute, messieurs, qu'est-ce qui se passe depuis 2015? Est-ce que vous avez mis en alerte finalement toutes ces personnes dans différents pays, etc. Par qui commence-t-on? Par Christophe, à vous? Je veux bien commencer. Bonjour tout le monde. Alors, les 3 raisons pour lesquelles les entreprises ratent le virage du numérique sont, somme toute, assez claires et souvent surprenantes. La première, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Solow. Alors, c'est assez amusant parce que très peu le connaissent, mais c'est un grand économiste qui a été prix Nobel et qui, un jour, a dit « On voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité ». En gros, on s'aperçoit que ceux qui ont beaucoup informatisé sont absolument pas plus performants que ceux qui ne l'ont pas. Donc, il y a une vraie question autour de la technologie. La technologie n'est absolument pas synonyme de performance pour une entreprise, loin s'en faut. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on a un vrai souci, je dirais presque terminologique, quand on parle de transformation digitale ou numérique, et plus particulièrement de révolution numérique. Le terme est sans doute faux, parce qu'en fait, dès qu'on utilise numérique, ça veut dire qu'il y a un outil informatique derrière. Alors, question Christophe, une question. Alors, est-ce qu'on s'accorde à dire tous les 3 que la transformation numérique des entreprises, c'est une hérésie? Ne parlons-nous pas plutôt de transformation culturelle des entreprises et notamment par la transformation digitale ou numérique, si vous préférez, des métiers de l'entreprise? Alors, oui et non. C'est à la base, la notion de révolution numérique est prise juste pour faire écho à la révolution industrielle. Moi, je préfère largement le terme révolution informationnelle. Et ça, je rebondis sur ce que disait Michel à l'instant. Le vrai sujet, c'est effectivement comment on repense nos organisations. Elles n'ont plus rien à voir avec le modèle industriel, c'est-à-dire qui est siloté, la logique d'Adam Smith, de Taylor, etc. On voit aujourd'hui que des entreprises performantes numériques, il y en a déjà un certain nombre qui existent et qui sont très anciennes. McKesson, FedEx, toutes les solutions qui ont créé, toutes les entreprises qui ont créé un avantage compétitif se basant sur une reconception du système d'information. Je pense à Benetton aussi. Ce sont des entreprises qui clairement se sont réinventées par rapport à la gestion de l'information et non pas par rapport à la technologie. Alors, merci pour cette transition. Donc, en fait, sommes-nous en train de résumer, Georges-Édouard, que l'attractivité, à la recherche d'attractivité par la proposition de valeur, on va à un moment donné prendre en compte, mettre carte sur table ce qu'on a, et à la façon business model, quelle valeur tu apportes et comment tu la délivres, comment je prends en compte ce phénomène du numérique avec finalement ce que j'aimerais apporter, et sans me mentir, me dire est-ce que c'est viable ou pas?
Est-ce que ça, c'est bien résumé? Ça vous parle ou pas? D'abord, bonjour à tous. Oui, je pense que ça me paraît effectivement une bonne approche de départ. Je pense que si on regarde un peu quelle est la mission de l'entreprise dans une société qui est la nôtre, la mission de l'entreprise, c'est d'avoir un sens dans le monde. Et d'être capable de répondre à cette question, pourquoi j'existe et qu'est-ce que j'apporte à ce monde et à cette société. Et il se trouve que la société, et c'est un fait, c'est une réalité, elle est devenue totalement numérique. Quand je dis la société, les gens, et donc fondamentalement, c'est pas une question de transformation numérique qui se pose. La question, c'est d'avoir une raison d'être dans une atmosphère qui est devenue totalement digitale. Vous savez, c'est fondamentalement aujourd'hui, on parle de la transformation numérique. Comme j'imagine, on avait dû parler au 19e siècle de la transformation liée à l'électricité. Demain, il y a quelques chances qu'on n'en parle plus parce que on vit dans un monde numérique et donc mon entreprise, ma société n'a une raison d'être que si elle s'inscrit dans ce monde numérique. Et moi, un de mes vrais problèmes, c'est que la première des transformations numériques des sociétés, c'est de se trouver une raison d'être pour le consommateur, pour les gens qu'elles sont censées servir, dans le monde numérique. C'est-à-dire d'être capable de répondre à cette question simple, why, pourquoi? La plupart des entreprises savent très très bien répondre à la question ce qu'elles font, elles savent. Dans what, elles savent répondre à cette question. Le how, comment elles le font, elles savent aussi. Mais finalement, pourquoi elles le font et qu'est-ce que ça apporte à la société, elles ne le savent pas. Alors tu l'as pas dit, mais j'ai été pendant très longtemps Chief Digital Officer d'une grande entreprise qui s'appelle L'Oréal. Et en fait, business, c'est ça? Oui. je savais très bien ce que faisait L'Oréal. L'Oréal fait des produits cosmétiques. Je sais très bien comment il le fait, je sais comment on fait de la recherche, je connais les systèmes de production, je connais les systèmes de fabrication, je connais tous les processus marketing parce que cette entreprise est une grande entreprise de marketing. La vraie question, et la plus importante, et qui est devenue encore plus présente aujourd'hui dans ce monde numérique, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est-à-dire quel est le sens de faire des produits cosmétiques? Or, à l'ère du numérique, ça a 10 000 fois plus de sens qu'autrefois. Parce que si vous réfléchissez, pourquoi est-ce que j'utilise des produits cosmétiques? C'est pas seulement pour me regarder devant la glace. C'est certain que c'est sympa de se regarder devant la glace, mais c'est pour me permettre de connecter avec les autres. Et de connecter avec les autres dans une certaine confiance en moi qui me fait dire « Ah, je suis au mieux de moi-même, donc je suis dans ma plénitude et je peux communiquer avec les autres. » Fondamentalement, je disais toujours que la beauté, c'était le premier réseau social au monde. Bien avant Facebook. Et si vous regardez dans l'Antiquité, c'était le cas. Et en fait, fondamentalement, je fabrique pas des produits cosmétiques, si je réponds à la question « why ». Je donne aux gens un outil de confiance en eux qui leur permet de s'inscrire dans le monde. Je fais ça pour les cosmétiques, mais je peux faire ça pour tout le type d'entreprise. Si je suis une compagnie d'assurance, fondamentalement, je ne suis pas juste pour remplir un besoin qui est un besoin légal. Une voiture, il faut l'assurer. C'est une obligation. Je suis là très simplement parce que il n'y a rien de plus important que de protéger les choses qui vous sont chères. Et le fait que je sache que les choses qui me sont chères sont bien protégées, ça me donne quelque chose qui est très très fort, c'est la tranquillité d'esprit. Donc le business de l'assurance, c'est le business de la tranquillité d'esprit. Et ce qui m'a toujours embêté dans le business de l'assurance, c'est que fondamentalement, on se dit tous que quand on signe son contrat d'assurance, très probablement, on n'a pas lu tous les petits caractères qu'on nous a soumis. Alors, et donc, au moment du digital, transformation digitale, ça évoque quelque chose sur lequel, Michel, tu es un expert, donc c'est pour ça que je te laissais tout de suite la parole. C'est ce qu'on appelle le smart contract, c'est-à-dire la capacité d'avoir un contrat entre deux parties, ce qui dans ce cas-là, l'assureur et l'assuré, où chacune des parties est consciente de ses engagements, ce qui n'est pas exactement le cas dans les contrats physiques habituels. Donc, première raison pour laquelle les entreprises ratent la transformation, de Christophe Legrinzy à Georges-Édouard Dias à mes côtés. J'entends ces messieurs me dire que depuis là, il y a 10 000 ans, en Mésopotamie, lorsqu'on a ramené les technologies de l'agriculture chez nous en Europe de l'Ouest, à savoir en 3 000 ans,
On a eu la révolution industrielle par la vapeur, l'électricité, le nucléaire. Et aujourd'hui, on est en train de dire, ben mince, il faut qu'on se réinvente. Pour plein de raisons, le développement durable notamment, et pas seulement au travers d'une logique. J'aimerais juste le rappeler, je suis papa de 3 enfants. Quand je pense solution, je raisonne, mais à quoi ça va servir? Et ça donne du sens. Donc, on se rend compte qu'on commence à se dire, mais j'existe vraiment? Je veux savoir pourquoi je fais ces choses. Et donc, aujourd'hui, revenant sur l'agriculture, si on prend un modèle du genre Farmers Club avec Vodafone qui ont su vendre à des dizaines de millions d'agriculteurs très pauvres, la faculté d'améliorer substantiellement le revenu de quelques centaines de dollars par an, simplement parce que, vous m'excusez du peu, même derrière chaque vache, il y a un smartphone. On a su utiliser une technologie, le ramener à un niveau extrêmement insignifiant pour beaucoup d'entre nous qui rentrons dans des magasins, qui achetons des choses et puis qui surconsommons ou pas, ou je ne juge personne, ni rien. Je dis juste, est-ce qu'on a conscience de ce que l'on est en train de faire? Donc, merci messieurs, vous êtes en train de me dire qu'il y a la règle numéro 1, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, et c'est la raison pour laquelle nous avons présenté juste avant un livre sur la façon depuis l'Empire romain jusqu'à la façon donc à cette époque, de nos jours, la façon dont nous avons colonisé les pays et nous les avons militarisés pour en extraire l'économie uniquement, mais comme nous parlions à l'instant de développement durable, à savoir la logique proposée également du social et de l'écologie, faire cohabiter ces 3 éléments-là avec le numérique, est-ce que c'est faisable? Je pense que nous avons tous cette raison, c'est just do it, mettez-vous au boulot, quoi. Donc ce livre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une façon d'interpréter les choses. Moi-même, j'ai une question à vous poser maintenant. La règle numéro 2, Christophe, Georges-Édouard, pourquoi est-ce que les entreprises ratent la transition numérique, sachant qu'il n'y aura pas de raccourci, sachant qu'une transformation culturelle, combien de temps il a fallu pour former celui qui aujourd'hui est à mes côtés? Combien de temps a-t-il fallu passer d'heures? Je ne veux même pas le savoir parce que je pense qu'on a le même problème pour essayer de se dire on n'est pas expert, car le plus dur c'est pas de devenir mais de rester. Donc comment est-ce qu'on tire en avant des hommes, sachant qu'aujourd'hui, on est dans une société qui parle d'autorité, mais trop coup de bâton, alors que autorité vient du mot, de la même racine de mot latin, du latin, augere, augmenter. Comment est-ce que je tire vers le haut tout ça? Leadership, la chaîne des ressources humaines, la façon dont nous allons finalement rentrer dans une zone d'analyse, une zone d'engagement et au corps à corps. Comment est-ce que j'amène tout ça dans la dimension de l'entreprise? Règle numéro 2, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que les entreprises ratent actuellement cette transition? Alors peut-être pour rebondir sur ce que je vous évoquais avec le paradoxe de Solow, c'est à partir du moment où on est obnubilé par la technologie, on n'a aucune chance de réussir. Ça a été démontré scientifiquement. Les travaux de Solow datent il y a une vingtaine d'années, ce fameux prix Nobel. Très bien. Aujourd'hui, on a deux des plus éminents économistes qui viennent simplement de revérifier. Et on s'aperçoit que tous ceux qui partent bille en tête vers le numérique, vers la technologie, échouent. Donc ça, c'est le premier élément, c'est ce fantasme, cette utopie technologique. Il y a encore des gens qui croient qu'il suffit d'acheter une technologie pour être plus performant. C'est faux et archi faux. Donc on s'est aperçu, toujours d'un point de vue scientifique, alors je prends ma casquette aussi de chercheur, bien entendu, qu'il n'y a aucune corrélation entre les budgets mis dans la fonction informatique et la performance d'une entreprise. Aucune corrélation. Donc, Christophe, vous êtes chercheur. Éclairez-moi, vous êtes président d'Acadis. Acadis est présent en Alsace, à Paris. Alors, on est présent aujourd'hui dans le monde. On accompagne des sociétés. C'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 20 ans par des gens, des consultants qui viennent pour la majorité du monde scientifique et qui simplement essayent de tordre le cou à des vraies fausses vérités qui circulent aujourd'hui dans le monde. Et qui, malheureusement, quand on dit des raisons d'échec, il y a de vraies raisons. Et le fait de mettre la technologie pour la technologie, ça ne marche pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Solow. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ce qu'on s'aperçoit scientifiquement, c'est que les entreprises qui réussissent, donc c'est pas une affaire de techno, c'est pas du tout une affaire d'argent, c'est juste une affaire, et là je rebondis sur ce que disait Georges-Édouard Dias, de sens. C'est-à-dire, est-ce qu'on a compris aujourd'hui qu'est-ce qui allait apporter de la valeur ajoutée à nos entreprises? Et entre nous, c'est très simple, c'est soit vous faites la même chose beaucoup plus vite, beaucoup moins cher, soit vous inventez de nouveaux services à valeur ajoutée. C'est aussi bête que ça. Donc ça ne sert à rien, quelque part, de faire de grands discours
au final, on revient exactement sur les mêmes constats que ce que la révolution industrielle a amené à nos économies. C'est ce qui a permis à des pays comme la France de nous enrichir, entre guillemets, nous citoyens. Eh bien, regardez, la révolution industrielle, elle a d'abord amené, et ça personne ne le rappelle, des gains de productivité d'un facteur de l'ordre de 50, des nouveaux produits et services. Et ça n'a rien à voir avec l'outil. C'est bien le modèle d'organisation. Donc Christophe Legrinzy, je l'ai rencontré pour la première fois il y a 10 ans à Paris, il faisait des formations. Et voilà ce qu'on me dit. On me dit, cet homme-là, je suis juste venu l'écouter. Ben où ? J'ai dit, tu vas en faire quoi de ça ? Et il m'a dit, je fais ce métier-là, je suis dans la business intelligence, j'ai besoin de savoir. Et lorsque il m'a montré des schémas qui sont encore gravés dans ma tête, que j'utilise, que j'associe à un grand ensemble, que j'ai collecté, je crois bon devoir utiliser dans ma carrière, etc. Je vous assure que le soir même, j'ai eu du mal à dormir sur ces choses qui ne se voient pas. Donc on s'accorde à dire que la deuxième raison, si je peux me permettre de reformuler, c'est pour ne pas penser numérique quand on est en train d'aller vers une transition numérique. En fait, pourquoi tout le monde parle de numérique ? C'est très simple. J'ai été interrogé il n'y a pas longtemps par la communauté des chercheurs pour écrire un article sur qu'est-ce qu'informatique, qu'est-ce que numérique et qu'est-ce que système d'information. On en est là aujourd'hui. C'est 2015, la communauté francophone des chercheurs m'a demandé cet article. Juste au passage, il y a aucune fierté et arrogance à mon niveau. C'est l'article actuellement le plus lu par les chercheurs. Alors, pourquoi le numérique me gêne ? Parce que le monde est d'abord système d'information, il n'est pas numérique. Numérique, ça présuppose un outil. Or, on s'aperçoit qu'il y a énormément de cas où il ne faut pas forcément d'outils. C'est-à-dire l'outil amène des contraintes, amène des coûts. Et entre nous, c'est un ingénieur en informatique de gestion, un double ingénieur en informatique qui vous parle. Je suis aussi ingénieur en informatique industrielle, donc l'outil, je le connais par cœur. En fait, l'outil, il faut bien se dire, c'est aujourd'hui le vrai faux combat. Le vrai combat, c'est de repenser nos modèles. Et repenser nos modèles pour créer de la valeur. Et créer de la valeur, il n'y a pas 36 manières de le faire. C'est vous êtes plus productif, c'est-à-dire vous faites la même chose plus vite, moins cher, ou vous inventez de nouveaux services à valeur ajoutée. Et ça a été démontré X fois aujourd'hui par le monde académique. Le seul point, c'est que l'industrie informatique n'a aucun intérêt à vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, et je m'arrêterai là-dessus, qui s'enrichit, qui crée de la valeur, c'est le producteur. C'est l'industrie informatique et télécom. Et je répète, j'ai rien contre eux, je les adore. Mais aujourd'hui, le consommateur, n'est pas plus performant. Pourquoi ? Parce qu'il a plaqué des technologies sur une organisation qui n'a pas changé. C'est aussi bête que ça. Brillant. Georges-Édouard, une question par rapport à ce que vient de dire Christophe. Mais pourquoi je ferais ce qu'il vient de me dire alors que je gagne de l'argent ? En fait, moi je suis totalement d'accord avec cette idée que c'est pas la technique qui apporte de la valeur, c'est effectivement le sens dans lequel on va utiliser cette technique. Je disais tout à l'heure, il y a plein d'entreprises qui font des choses qui n'ont plus de sens dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le monde d'aujourd'hui s'est organisé différemment. Donc cette recherche de sens, cette capacité à répondre à cette question, pourquoi je le fais, est très très important, il faut se la reposer dans le monde d'aujourd'hui. On est passé dans une économie qui est devenue une économie de l'humain, et non plus juste une économie du produit. Ça veut dire quoi une économie de l'humain ? Ça veut dire qu'une des raisons pour lesquelles les entreprises ont des problèmes dans ce nouveau monde, c'est qu'ils ont du mal à réfléchir à leurs organisations. Ils ont du mal à sortir de leur système hiérarchique et de repenser le rôle de l'humain dans l'entreprise. Ceux qui croient que la technologie est une manière de mettre de côté l'humain, ceux qui croient que la solution à leurs problématiques de profit est de fermer les agences, de centraliser les choses, de remplacer tous les humains par des chatbots, ils se trompent et ils vont souffrir énormément. L'humain, c'est justement, en tout cas la donnée humaine, c'est ce qui est l'énergie autour de ce monde digital. Et si on n'est pas capable de faire exister et d'exploiter cette énergie, donc si on n'est pas capable d'exploiter son réseau, de repenser le rôle de l'humain dans l'entreprise à l'ère du digital, eh bien, on va avoir beaucoup de problèmes. Ça veut dire des questions comme, bien sûr, le monde du travail, quand on parle de flexibilité de l'emploi, comment est-ce qu'on s'adapte. Ça veut dire aussi des choses qui sont autour de, l'humain, il a son talent,
et il voudrait que ce talent soit rémunéré. Donc la question du partage des profits sera une question qui sera posée. Toutes les questions de rémunération, de productivité, etc. sont des questions qui se posent et pour lesquelles, effectivement, le responsable des ressources humaines est un élément essentiel. Parce que, tu parlais d'hospitalité, le premier rôle de l'entreprise, c'est pas seulement d'être hospitalier pour ses clients, mais d'être hospitalier pour ses employés. Et la dernière chose qui, pour moi, est fondamentalement une des raisons pour lesquelles les entreprises ont du mal à s'adapter, c'est que leur modèle est fondé au travers de leurs compétences qu'elles croient uniquement être dans le produit et non pas dans le service du client. Tous les comptes d'exploitation des entreprises du monde sont faits sur le nombre de produits vendus, pas sur la valeur générée pour les clients. Tu viens de le dire tout à l'heure. Le jour où j'aurai un directeur financier qui acceptera de compter son chiffre d'affaires par la valeur générée par le client et non pas par le nombre de produits vendus, eh bien ce jour-là, il se sera adapté au monde du numérique. Le problème, c'est que tous ces grands concurrents qui viennent du monde du numérique, donc tous ceux qui ont été créés par le monde du numérique, qu'est-ce qu'ils valorisent? L'audience. Et toutes les entreprises traditionnelles valorisent quoi? Le nombre de produits vendus. Tant qu'on ne comprendra pas qu'une entreprise n'a pas de valeur si elle n'est pas capable d'apporter du service à l'humain, que ce soit en interne ou en externe, eh bien on se plantera. Oui, alors, rapidement, nous sommes pris par le temps, alors là j'adhère totalement. Une chose simple, encore une fois, n'est-ce pas finalement rétrograde de penser produit ou service aujourd'hui? N'est-ce pas finalement, Georges-Édouard, vous êtes en train de me dire que je me trompe si je ne raisonne que information finalement. Si je suis un DSI, je me dis information, oh, c'est déjà très difficile. Mais finalement, c'est ce qu'on en fait. Donc, vous êtes en train de me dire que c'est par la valeur immatérielle qu'on va exploiter l'information. Les deux ensemble vont donner du sens. Et finalement, je vais pouvoir en créer une stratégie pour faire adopter mon produit ou mon service et pas juste dire achète-moi mon produit ou mon service. Mais ce qui fascine, Michel, la valeur est créée par la connexion entre les gens. Qu'est-ce qu'a créé le réseau Internet? Il a créé de la valeur en connectant les gens les uns avec les autres. Celui qui est capable de récupérer cette valeur est celui qui va gagner. C'est tout. J'adore. Messieurs, franchement c'est brillant et on n'aura pas assez d'une journée pour parler de tout ça tous les trois. Vous allez tous les deux être sur un deuxième plateau dans quelques minutes. Troisième point très important et crucial et je vous attends, sincèrement. Là je vous attends, c'est un petit peu mon domaine parce que les choses évoluent aussi. Il faut quand même que, vous me direz, que les générations futures creusent aussi un petit peu. Enfin, génération future, on est à peu près du même âge en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne Christophe, mais nous sommes tous les trois à peu près, je veux dire, d'accord qu'il faut une certaine maturité pour raisonner et pour comprendre ce que l'on dit. Alors la troisième raison pour vous, messieurs, en quelques, lignes, en un pitch de moins de 2 minutes, quelle est la troisième raison pour laquelle les entreprises ratent la transition du numérique? Christophe. Je vais juste rebondir sur ce que je disais pour assurer une continuité. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde parle de numérique, mais personne ne le mesure. Donc là, je serais plus sur la logique de la mesure, du pilotage. J'étais encore hier dans une fédération d'hôpitaux qui pèse à peu près 1 milliard d'euros. Ils me parlent de l'informatique, c'est 25 millions, 2,5% à peu près du budget de fonctionnement. Je leur ai expliqué que le numérique, ça pesait 450 millions. 450 millions, c'est quasiment la moitié du budget de fonctionnement. Et ils m'ont dit, mais on n'a jamais vu ça. Je dis oui, c'est normal parce qu'il faut mesurer aujourd'hui différemment. Et au passage, le système d'information, c'est-à-dire, et je vais expliquer dans un instant ce que c'est, eh bien en fait, lui pesait autour de 670 millions. Ça veut dire les 2/3 de l'hôpital. Or, derrière, qu'est-ce qui se joue ? Sur la partie numérique, c'est la bonne adéquation de l'outil par rapport au métier. Donc, c'est toute la productivité de l'utilisateur, des usages, des processus. Et sur la partie système d'information qui intègre les informations non dématérialisées, c'est aujourd'hui, faut-il les dématérialiser ou pas, ou faut-il les garder? Et toujours se poser la question dans la logique de productivité ou de nouveaux services. Eh bien, là, vous êtes en train de me parler encore une fois, mais quelle valeur j'apporte, comment je la délivre? Absolument. Donc, finalement, quelle est ma proposition de valeur qu'il va falloir que je révise en prenant en compte cela? Georges-Édouard, rapidement, la troisième raison, la plus flagrante pour vous? C'est l'organisation financière de la société actuelle. Très simplement. Vous avez un truc absolument fantastique que tout le monde trouve absolument normal, c'est que vous avez 2 marchés financiers. Vous avez un marché financier de la nouvelle économie qui s'appelle le Nasdaq et vous avez un marché traditionnel des vieux de l'ancienne économie. Eh bien, figurez-vous que ces 2 marchés financiers fonctionnent sur des logiques totalement différentes, qui arrivent à des trucs absolument extraordinaires.
Ce qui fait qu'il y a des gens, notamment aujourd'hui, qui sont fait la spécialité de montrer que dans l'ancienne économie, le modèle économique, c'est effectivement de générer le maximum de productivité pour augmenter les profits. Et dans la nouvelle économie, le modèle, c'est effectivement d'investir le plus possible aux dépens des profits pour générer de l'audience. Ce qui fait que dernièrement, le patron d'Unilever, société que vous connaissez, s'est trouvé dans la situation suivante. Son premier compétiteur maintenant mondialement s'appelle Amazon. Eh bien, il s'est trouvé dans une solution où sa philosophie était de dire, moi je n'ai de la valeur que si j'apporte des services à mes clients. Et donc ce qui m'importe pour moi en tant qu'entreprise, c'est que je n'assure mon service, ma pérennité, qu'en servant mes clients mieux que mes actionnaires. En tout cas en servant mes clients avant mes actionnaires. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en entendant ça, il y a un raider assez connu dans le monde financier qui a dit, ça prouve bien que le comité de direction d'Unilever ne fait pas ce qu'il faut pour retourner le maximum de valeur à ses actionnaires. Et donc je vais prouver, en agissant vis-à-vis du conseil d'administration, que cette entreprise est très mal gérée selon le système traditionnel et qu'on peut dégager beaucoup plus de profits, notamment en délocalisant, en diminuant les dépenses marketing et en diminuant la valeur ajoutée dans les produits pour ramener plus de profits aux actionnaires. Et le patron d'Unilever disait cette chose simple, il dit si je veux garder ma place, je suis obligé de le faire, mais fondamentalement c'est probablement la décision la plus idiote que je prends, parce que face à ça, j'ai un énorme compétiteur qui s'appelle Amazon, qui chaque fois qu'il fait $1 de profit dit c'est $1 de profit que j'aurais dû réinvestir dans le service aux clients. Donc on ne peut pas continuer dans un monde où il y a deux économies qui sont jugées par le monde financier de manière différente, parce que ce monde, il amène une seule chose, l'hégémonie programmée des acteurs de la nouvelle économie et la disparition des acteurs de l'ancienne économie. Donc il y a un moment où il va falloir qu'on remette l'humain au centre et la création de la valeur pour l'humain, et que toute entreprise va devoir se dire, ma valeur essentielle, c'est d'abord de servir mes clients, parce que c'est comme ça qu'à terme, je servirai le mieux mes actionnaires, et pas l'inverse. Georges-Édouard, Christophe, laissez-moi résumer ce que vous êtes en train de me dire. Si on prend le problème de la sécurité, un homme récemment m'a dit, qui va intervenir tout à l'heure, Michel Rochelet m'a dit, mais comment penser à la sécurité d'une grosse société, si ce n'est, chose que j'ai vécue personnellement, par une intrusion via les réseaux dans mon foyer, si ce n'est en raisonnant papa ou maman à la maison. Finalement, on va vraiment avoir, émotionnellement, on va pouvoir vraiment comprendre l'humain qui nous entoure pour dire, la plupart des risques, c'est le mauvais rapport que j'ai avec mon gamin, le mauvais réseau que j'ai mis en place, parce que je pensais que finalement, ici, je ne risquais rien. Donc, on est actuellement en train de se dire, mais nous sommes des pères, nous sommes des mères. Personnellement, j'ai connu Alain Etchegoyen, qui est un philosophe normalien qui nous a quittés il y a 10 ans dans les mêmes conditions que mon père. Il a écrit un livre avec Jean-Jacques Goldman, intitulé « Les pères ont des enfants ». On a la nécessité de nous resituer, nous, dans ce que l'on veut faire, ce que l'on doit faire, mais en rapport avec le sens que cela donne. N'est-ce pas trop compliqué tout ça, mesdames et messieurs? Eh bien moi je vais vous dire que c'est vrai, c'est trop compliqué tout ça pour nous. Et je vais vous dire comment moi je l'ai simplifié. Lorsque j'ai été, nous avons tous des années noires, lorsque j'ai dû lancer ma traversée du désert, je me suis dit, on ne pourra plus refaire les choses comme on les a fait lorsque ça allait bien. Parce qu'excusez-moi de vous le dire, ça va jamais assez bien, parce que sinon il y a les gens qui vont me tomber dessus, mais ça va peut-être même trop bien. Mais on ne se rend pas compte de cela. Et lorsque vous avez besoin, parce qu'on vous y oblige, parce que la vie vous y oblige, vous avez besoin de rebâtir, posez-vous la question de savoir, mais quelle valeur tu apportes et comment tu la délivres. Jamais plus vous n'arriverez à rentrer dans le passé. Vous devez vivre avec votre passé. Vous ne pouvez pas regarder dans le rétroviseur. Vous devez avancer. Et quand je veux exploiter mes comptes d'exploitation avec des documents Excel, je suis désolé, aujourd'hui, un bon analyste, s'il est capable de nous dire ce qui va se passer dans 3 mois en Grèce, c'est déjà un très bon.
Donc je me suis mis au mind mapping il y a déjà 20 ans. J'ai développé la façon dont on va rentrer dans le patrimoine informationnel pour dire « c'est génial !» Mais on n'avait pas forcément la maturité de dire « Waouh, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ?» Aujourd'hui, dites-vous bien, c'est pas la big data qui va nous faire avancer, c'est la connaissance qu'on va extraire, on verra ça tout à l'heure, ça va être passionnant, d'une information qui circule autour de nous et d'une compétence que l'on possède. C'est ce qu'on vient de voir. Donc moi, j'ai bâti un framework qui s'appelle le génie digital. Voyez ça comme le génie mécanique, le génie électrique. Vous avez tous entendu parler de ça, mais on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, redéfinissez-vous avec 3 étapes faciles à comprendre en obtenant des résultats immédiats. Et je défie quiconque d'entre vous de l'essayer. Le génie.digital vous délivre en 10 slides un livre blanc pour vous immerger immédiatement dans la façon d'explorer, dans la façon de collaborer et la façon de social médiatiser. Cosmétique, non, authenticité. Ça exige de nous d'être meilleurs. Et je suis pas philosophe, je suis papa. Je suis chef d'entreprise, je respecte les chercheurs. Je ne suis pas un chercheur, mais je m'adresse à tous les parents, les enseignants et les politiques. Donc, le génie digital, redéfinissez votre propre proposition de valeur, votre attractivité, en 3 grandes étapes. Business model, business solution, identité digitale. Business model, quelle valeur tu apportes, comment tu la délivres, ce qui donnera du sens à la façon dont tu vas l'exploiter. Impact marketing, mes ventes, tout en réduisant mes coûts. Je suis désolé, avec la transformation actuelle planétaire, on a besoin de repenser aussi cette notion de coût, pas juste pour satisfaire l'actionnaire, c'est une question de viabilité. Et le clou du spectacle, et je vais vous laisser pour une petite pause, l'identité digitale. Mais qu'est-ce ? C'est le regard des autres sur moi ou mon regard sur moi et ma proposition de valeur et qui va m'obliger d'être meilleur et de dire bon, on va redéfinir ces propositions de valeur, ces segments clients, mes rapports avec eux, la façon dont je le délivre, etc. Merci pour votre attention. Georges-Édouard, Christophe, rendez-vous après une petite pause de 10 minutes. Merci beaucoup. Jingle.